Hi guys, donc bienvenue pour ce nouvel épisode. On rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de choses très basiques, mais c'est parce que les invités avec qui je suis aujourd'hui sont des personnes avec qui je voulais podcaster depuis longtemps. Et je suis enfin dans le pays où je peux les podcaster. Donc, on va partir sur les choses comment on dit, introductives, etc. Donc, le sujet, pour commencer, c'est les masters. Parce que j'ai une amie, du coup, qui m'a envoyé des questions liées à son intérêt à commencer un master, que j'ai trouvé intéressant parce que nous, du coup, en France, faire un master, c'est un peu évident. Genre, c'est limite le parcours éducatif minimum requis de nos jours pour rentrer sur le marché du travail qui est assez compétitif en France. Donc sa question était... Alors, en fait, avant de commencer la question, genre peut-être qu'il faut vous présenter. Donc, présentez-vous brièvement et genre quel master vous avez fait, etc. Tiens, moi, je suis la première personne. Alors, bonsoir ou bonjour, je sais pas trop, à toutes et à tous. Moi, c'est Jenny et j'ai fait un master en marketing et spécialisée en distribution et relations clients à l'université Paris-Dauphine. Hello guys, moi c'est Laurent et j'ai fait un master marketing et stratégie spécialisé en business development à l'université Paris-Dauphine également. Salut, moi c'est Kevin et j'ai fait un master en marketing digital à Schema Business School. Donc cette amie voudrait savoir quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à faire un master. Est-ce que, alors dans notre cas, en fait, on a dû faire un master entre guillemets, genre on sentait le besoin, mais si vous aviez, vous étiez dans la situation où vous pouviez décider d'interrompre vos études, d'arrêter après la licence, parce que disons que le marché français vous permet en fait de commencer à travailler dès la licence. Est-ce que vous aurez ressenti le besoin de faire un master et pour quelles raisons? Enfin, pour moi c'était quelque chose de totalement naturel, pour moi c'était comme une continuité de continuer mes études après la licence parce que je pense qu'il me fallait encore quelques années d'expertise pour me sentir plus apte à être sur le marché du travail, surtout qu'en France, on a tous un bac plus 5 et même avec le bac plus 5, le marché du travail il est assez saturé. Du coup voilà. Écoute Kevin, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Et avec toi aussi Cindy d'ailleurs, je suis pas d'accord. Je pense que vous prenez le master comme un minimum syndical en France, alors que la majorité des métiers sont ouverts aux gens qui n'ont pas de master. Un master, c'est vraiment juste en dessous du doctorat, donc une voie assez difficile en soi. Et en fait, tout dépend. Parce que ta question soulève le fait de s'arrêter en licence, sauf qu'en France, les opportunités de s'arrêter en licence sont très faibles. Enfin, même, en fait, ne t'apporte rien généralement quand tu as une licence, du fait que on ne te force pas normalement à avoir une expérience professionnelle. Je pense que ça fait plus la différence que le diplôme sur le marché du travail. Moi, pour ma part, le master, ça a coulé de source parce que j'avais les capacités, les facilités, on va dire, en termes académiques, et parce que je savais que s'arrêter en licence ne m'ouvrait la porte à rien. Donc s'il y a possibilité, il faut se questionner, je pense, sur les débouchés possibles en licence. Donc, tout dépend de la spécialisation qu'on a choisie et si elle requiert ou pas d'aller chercher un peu plus loin. Parce qu'en général, quand tu fais un master, tu as des possibilités de faire de la recherche, par exemple. Moi, on m'a proposé de faire de la recherche, je sais pas, je pourrais faire de la recherche en psychologie et du marketing, par exemple. C'est pas ce que j'ai choisi de faire, mais en général, c'est pour pousser un sujet un peu plus loin que ce qu'on peut considérer comme le métier de technicien, on va dire, qui est un peu plus lié au niveau licence pour moi. Après, on peut avoir tous des avis différents. Moi, personnellement, c'est un peu comme Kevin et Cindy, c'est un peu une évidence, mais plus parce que c'est un peu le système français qui fait que c'est un peu la suite logique, entre guillemets.
lorsqu'on a commencé les études supérieures, une fois la licence obtenue, de partir sur un master. Mais après, personnellement, je ne me voyais pas du tout arrêter mes études après l'obtention de la licence parce que tout simplement, la licence, elle était beaucoup trop générale. Donc à la fin de la licence, j'aurais été de toute façon incapable de savoir quel métier faire ou dans quoi m'orienter. Et rien que le fait de se poser la question de quel master on a envie de faire, ça nous oblige déjà à nous orienter dans un domaine en particulier. Après, ça peut ou ça peut pas nous plaire. Enfin, on a toujours le choix de changer en cours de route. Mais du coup, moi, pour le coup, ça s'est plus orienté vers le marketing parce que après avoir étudié diverses matières durant la licence, c'était celui qui me paraissait le plus intéressant, entre guillemets. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le marketing. Mais c'était vraiment parce que à la fin de la licence, avec un diplôme aussi général qu'on pouvait tout faire, mais on peut tellement tout faire qu'on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, bah du coup, Laurent, tu avais soulevé deux points intéressants. C'est que le fait de se sentir en capacité de poursuivre ses études, je pense que c'est important, parce que pas tout le monde peut avoir les capacités de vouloir continuer en études aussi poussées. Et deuxièmement, je sais pas si tu l'évoquais en sous-entendu, mais je pense qu'en France, en général, c'est moins cher qu'à l'étranger, mais les capacités financières aussi de poursuivre en master, je pense que c'est aussi important. Peut-être que les personnes qui peuvent pas poursuivre en master, c'est parce que elles doivent commencer déjà à travailler pour avoir des ressources financières, etc. Et que nous, en France, on est déjà privilégiés d'avoir des masters moins chers, mais pour les personnes qui vont en école privée, etc., pareil, c'est très cher. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont devoir faire des emprunts, etc. Et après, en termes de spécialisation, je pense qu'il y a différents types de masters aussi, parce que quand je commençais à regarder mes masters, j'avais commencé en L2, donc en deuxième année de licence. Et quand je regardais en France, c'était souvent des masters très généralistes, genre master in marketing, genre grande école de commerce, master spécialisé. Enfin, du coup, tu choisis ta spécialité, que ce soit en finance, etc. Mais j'avais l'impression de pas trouver quelque chose d'assez spécialisant dans le sens où ça serait encore général et j'avais peur que ça devienne une répétition de la licence. Donc je regardais à l'étranger et aussi parce que je voulais un background international. Donc en regardant au Canada, etc., eux, ils commencent leur master en général après plusieurs années de travail. Du coup, ils ont déjà, je sais pas, fin de la vingtaine minimum. Et ce sont des masters spécialisés. Du coup, alors je sais pas si c'est lié au nom Master in Science, mais d'habitude c'est MSc. Mais du coup, je sais pas si les masters en France, parce que j'ai pas fait mon master en France, se sont considérés comme des masters spécialisés ou c'est des masters généralistes où on fait pas la différence en France. Alors, je sais pas si vous savez ou pas. Du coup, moi j'ai fait un master spécialisé à Schema. Et franchement, j'ai bien ressenti la différence entre mon M1, même si c'était un master dans le luxe, c'était pas aussi spécialisant que mon M2 à Schema. En gros, ça s'appelle, j'ai dit marketing digital, mais le nom complet c'est marketing data et commerce électronique. Et franchement, on a eu beaucoup de cas poussés, que ça soit au niveau des certifications. On a passé la certification Google Ads, Facebook Ads, on a passé des certifications comme Agile, qui est assez connue, Salesforce aussi. Et c'est vrai que je pense que comparé aux autres études ou autres masters classiques, on a eu un réel favoritisme sur le fait qu'on ait pu se focaliser sur certains points de manière assez poussée. Du coup, oui, je pense on a des prédispositions pour intégrer par exemple des agences dans l'ADS comparé aux autres filières. C'est vrai qu'on a un petit bonus sur ce point-là. C'est vrai que sur le CV, au niveau des certifications, on est bien situé. Par rapport au master spécialisé ou au généraliste, déjà, moi, mon avis très personnel, c'est que si on a la possibilité de se spécialiser dans quelque chose qui nous intéresse, il faut le faire le plus tôt possible.
parce que, en tout cas, si on a vocation à travailler lorsqu'on finit diplômé, parce que le marché de travail fonctionne comme ça, on cherche les personnes qui sont spécialisées, pas les personnes généralistes. Généralement, si on se fait recruter, c'est pour une compétence particulière qui est délivrée ou non par l'institution, donc l'université ou l'école privée. Et ensuite, je pense que, alors pendant longtemps, moi, j'ai pas pris sérieusement les études généralistes parce que si on a pour ambition de travailler après, bah, on n'a rien à montrer à son employeur en soi. Donc, par exemple, Kevin donnait l'exemple des certificats. Dans son master spécialisé, il avait des arguments en face d'un potentiel employeur. Moi, j'estime avoir fait un master généraliste où j'ai pu travailler sur plein de concepts différents, mais sur trop de choses différentes, en fait. Trop de choses différentes et ça a peut-être pu m'ouvrir l'esprit, mais ça m'a pas rendu plus compétent sur le marché, on va dire. Donc peut-être que ce que j'ai fait était plus destiné à faire de la recherche par la suite. En tout cas, je trouve qu'il y a eu un vrai manquement sur ce point-là. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire sur les masters spécialisés. Si vous souhaitez travailler, spécialisez-vous le plus vite possible dans quelque chose qui vous intéresse. Et si vous souhaitez faire de la recherche ou des travaux voilà, de développement d'un certain sujet, vous pouvez partir sur du généraliste. Attends, du coup, je voulais juste clarifier, peut-être vous l'avez déjà dit, mais Laurent et Jenny, vous avez fait un M1 en marketing, c'est ça? Et vous avez le même. Et c'est en M2 où vous choisissez une spécialisation. Oui, c'est ça. Du coup, je pense que le master spécialisé, ça équivaudrait à notre M2. Enfin, du coup, moi en distribution et relations clients et Laurent en business développement. Et en fait, moi, en tout cas, c'est ma perception des choses. Mais en réalité, même si Laurent et moi, on a fait 2 spécialités différentes, en fonction des stages qu'on a fait, on peut se retrouver à faire exactement les mêmes métiers. Donc, la spécialisation, comment dire ? Sur le CV, en réalité, lorsque les recruteurs vont les regarder, ils vont regarder le nom de notre école et le nom de notre master, mais la spécialisation, ils vont pas tant que ça ils vont pas vraiment tant que ça la prendre en compte. C'est vraiment les expériences qu'on a faites avant qui vont avoir un poids sur leur décision. Par exemple, typiquement, il y a un master à Dauphine, il y a plusieurs masters à Dauphine qui sont en alternance. Et cette alternance, elle est seulement valable que pour 3 masters sur 6, je ne sais plus combien, bref. Et le truc, c'est que les personnes qui sont dans ces masters-là et qui font des alternances, elles ne font pas forcément des alternances dans la spécialisation du master en question. J'ai pas trop d'exemples en tête. Peut-être... il y a par exemple je dis ça comme ça, mais il y a par exemple des personnes qui sont en master communication, donc leur spécialité c'est la com, mais qui font un stage en chef de produit, alors qu'on a un master à Dauphine qui s'appelle chef de produit. Donc au final, certes ils se spécialisent parce qu'ils ont des cours beaucoup plus approfondis sur leur spécialisation, mais c'est pas pour autant que ils vont forcément travailler là-dedans, quoi. Et je pensais à un autre truc, parce que du coup, vous avez fait marketing, mais vous n'aviez pas entendu, avant de vous lancer dans le marketing, que c'était un domaine bouché ou pas? Ah si, carrément. Ah si, le marketing, c'est bouché. Et je pense que c'est là où... En France, hein? Oui, en France. Okay. Et je pense que c'est là où il y a vraiment de la force à se positionner sur une spécialisation, comme celle de Kevin, dans le digital. Parce que... en fait, pour moi, dire j'ai un diplôme en marketing, c'est comme dire j'ai un diplôme en tant qu'ingénieur. Sauf que en fait, t'es ingénieur informatique, génie civil, nucléaire. Il y a tellement de spécialisations possibles qui correspondent à des besoins sur le marché que dire je fais du marketing, ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire qu'en fait, t'es allé en cours, t'as sûrement certains concepts de base qui t'ont été qu'on t'a enseigné, mais par contre qu'est-ce que tu sais faire, ça ne décrit pas ce que tu sais faire. Et je rejoins Jenny sur le fait que c'est l'expérience du coup qui va prévaloir sur tout ton profil, hein, et la comparaison qu'on va faire de ton profil avec quelqu'un d'autre.
Et là, le master n'est pas l'argument premier. Je pense, sauf si la personne qui est ton recruteur fait partie de ton école, ou alors a vraiment eu des très bons retours. Là, la réputation peut beaucoup jouer. Est-ce que tu... Oui, mais du coup, c'est plus le master au final, mais le nom de l'école qui va plus qui va être plus important que le master en lui-même, quoi. Oui, je pense qu'il y a, ouais, en fait, tu as différents critères qui vont être analysés. Et effectivement, tu as le classement des écoles, des universités, et après, bon, tes expériences, etc. Et en fait, le problème avec les classements au niveau des écoles et des universités, c'est que ça dépend de la sensibilité de chaque personne, de ce qu'ils savent, de ce qui est enseigné dans ces écoles-là, et s'ils arrivent à faire la part des choses. C'est pas le cas de tout le monde. Du coup, je rejoins ce que dit Laurent. Pour moi, personnellement, je déconseille de faire que du marketing général. C'est pour ça qu'en M1, j'ai décidé de faire du marketing dans le luxe parce qu'à ce moment-là, le luxe m'intéressait énormément. Et en M2, j'ai pris une spécialisation en marketing digital parce que je trouvais que ça semblait important. Et puis je me disais de toute façon, même si je voulais retourner dans le luxe, je pouvais le faire via le marketing digital. Et sinon, concernant les écoles, c'est vrai que j'ai fait quelques entretiens et il y a une grille salariale concernant les écoles. Du coup, plus on est haut, forcément mieux on est payé. C'est vrai que sur ce point-là, c'est un peu bizarre, je dirais, même si je peux le comprendre un minimum. Et oui, pour moi, c'est comme s'ils valorisaient plus le nom de ton école et pas tes études, ce qui est assez bizarre et contraignant pour certaines personnes. Ah, ok, moi je voulais juste rajouter que du coup là vous avez parlé de spécialisation en donc la digital pour Kevin et business dev, c'est ça, pour Laurent, et distribution pour Jenny. Moi dans mon cas c'était un master spécialisé, mais du coup master in science, que du coup je l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai fait Dauphine aussi en licence, ma licence de gestion, et après j'ai décidé de faire mon master dans l'industrie de l'hôtellerie, entre guillemets, mais en anglais on dit hospitality. Donc c'est plus général, ça couvre également les events, le domaine du sport, etc. Donc tout ce qui touche à l'expérience client. Et je voulais donc me spécialiser dans une industrie qui me paraissait plus humain, et je voulais en fait ajouter à mon master qui est en soi technique entre guillemets, à des aspects soft skills que je pourrais utiliser dans différents domaines, en apprenant un peu tout ce qui est domaine du service pour ensuite l'appliquer dans d'autres industries. Donc dans mon master, en fait on a fait toutes les matières d'une école de commerce, c'est-à-dire ressources humaines, marketing, revenue management, comptabilité, finance, etc. Mais c'était appliqué dans des cas de business liés au service, par exemple des hôtels, des boîtes qui organisent des events, etc. Et j'appréciais beaucoup que donc il y avait des cas concrets et je comprenais à quoi servaient mes cours théoriques pour les appliquer à des vrais business. Et il y avait des aspects, il y avait des aspects aussi créatifs. Par exemple, ils te disaient tu peux créer n'importe quel business, n'importe quel concept, mais tu dois faire les calculs financiers, etc. pour voir si ton projet sera viable et ensuite le vendre, le pitcher. Je pense que vous avez aussi ça, surtout en deuxième année, non? Genre, je crois, Jenny, je t'avais entendu parler de beaucoup de projets où tu devais pitcher, etc. Ouais, en tout cas dans mon master, le motto c'est un peu learning by doing, et du coup on fait énormément de cas de cas concrets avec des entreprises qui viennent vraiment avec des vraies problématiques qui les touchent, et donc du coup on doit travailler dessus et éventuellement faire des pitchs, oui effectivement. Ok, autre sujet qui me venait à l'esprit, c'est comment trouver cette stratégie pour se démarquer en utilisant un master. Est-ce que c'est une stratégie que vous pouvez utiliser pour vous démarquer sur le marché du travail, ou le fait que, en soi, il y a déjà beaucoup de gens qui font un master. Est-ce que pour vous, c'était une sorte de réflexion que vous êtes faite? Parce que dans mon cas, du coup,
en choisissant de le faire à l'étranger, c'était une première stratégie parce que je voulais me démarquer de d'autres personnes qui avaient déjà fait Dauphine et qui allaient faire ensuite une grande école de commerce dans laquelle je pense pas que j'aurais eu le courage de faire le Taj Mahal, qui est donc le concours pour passer dans les grandes écoles. Et je voulais ajouter en fait un bagage plus international dans le cas où je revenais en France pour travailler ensuite, qui me démarquerait de la compétition en France en fait. Donc est-ce que vous aussi c'était quelque chose auquel vous aviez pensé ou pas? Comment vous démarquez? C'est déjà félicitations pour ta stratégie, Cindy, parce que moi, j'y avais pas pensé quand je me suis lancé dans les études. Je me suis dit que c'était simplement naturel, enfin naturel. Un point sur lequel je peux revenir, c'est une fois encore pour démentir un peu le fait que le master ce soit à la base, c'est que on a autour de nous des personnes qui ont eu des difficultés à trouver un master. Donc ce n'est pas une garantie d'avoir son master. Vous avez votre licence, vous n'avez pas forcément votre master, même dans la même école. On a eu des cas avérés. Voilà, des personnes qu'on connaît qui ont dû rebondir sur autre chose, tant mieux pour eux. Est-ce que tu avais pensé à une stratégie Ouais. Non, j'ai pas pensé à aucune stratégie. Vraiment, j'y suis allé un peu à l'impro. Bah, pareil pour moi. Limite, j'ai envie de dire, la stratégie, c'était d'aller à Dauphine. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est une très bonne alternative aux écoles de commerce si le choix de base était de faire la prépa ou puis école de commerce ou bien les concours pour les écoles de commerce post-bac. Et donc du coup, ouais, la stratégie, c'était... s'il y avait une stratégie, ça aurait été d'aller à Dauphine pour avoir le nom. Et si on est intéressé par... Bah, après, Dauphine fait d'autres choses. Enfin, il y a de la finance, il y a les ressources humaines, enfin, il y a plein d'autres domaines autres que le commerce. Mais ouais, la stratégie, c'était Dauphine. Et justement, pour rebondir sur cette stratégie, moi j'en ai fait les frais. Pour mener à bien l'exécution de cette stratégie, il faut postuler à des entreprises qui vont reconnaître la valeur de ce nom. Il y a plein d'entreprises, notamment par exemple les startups, qui souhaitent recruter des bons étudiants, mais qui n'ont pas forcément peut-être les moyens, ou qui ne connaissent pas forcément parce que c'est des profils autodidactes. Par contre, dans des grandes sociétés, dans les grands cabinets, on a la grille salariale, on a les classements, et eux reconnaissent donc les profils par le nom de l'école et par le diplôme s'il y a des anciens de l'école. Donc oui, il n'y avait pas tellement de stratégie. Effectivement, la stratégie, c'était de se reposer sur le nom. Et en fait, en termes d'exécution, ça veut dire postuler à des entreprises qui reconnaissent ce nom. Donc c'est assez simple, mais parfois c'est efficace. Alors du coup, moi aussi, j'avais pas une stratégie aussi poussée que Cindy. Et oui, j'avais la même stratégie que Laurent et Ginny. Pour moi, c'était de se reposer sur le nom de l'école. Parce que j'ai réussi à intégrer Schema, qui fait partie du top 10. Et je crois en ce moment, ils sont classés 5 ou 6e en France. Du coup, oui, pour moi, c'était juste avoir ce bon nom sur mon CV. Ce qui permettrait de me mettre en avant comparé aux autres personnes qui auraient peut-être pas la chance d'intégrer une grande école. Et oui, forcément, les entreprises, ils favorisent malheureusement les grandes écoles. Ils se disent peut-être qu'on a eu une qualité d'enseignement supérieure. Et c'est vrai que sur ce point-là, bah, j'ai vachement ressenti la différence. Parce que avant Schema, j'étais à l'EG Lux, qui était une école de commerce qui tournait dans le classement aux alentours des 20e. Et là, le fait de basculer directement dans le top 10, c'est... franchement, pour moi, c'était le jour et la nuit, que ce soit les enseignements, les intervenants et les certifications, c'était beaucoup plus enrichissant pour moi. Tout était poussé, on avait des business cases, on a la Digital Consulting Weeks, qui consiste à répondre à des vrais cas d'entreprises qui viennent se poser à l'école. Du coup, oui, ils sont en partenariat avec Schema et Schema les fait venir aux locaux. Et à partir de là, il y a des équipes et on a 3 jours pour préparer un plan d'action, un business plan et un pitch devant un vrai jury. Et en parlant d'employeurs qui reconnaissent le nom de l'école, ils font pas la différence entre les différents noms de master. Hein, c'est ça, c'est tant que vous avez le nom de l'université, même si l'université ou l'école est connue pour un certain master, vous comptez comme
enfin, voilà, quoi. C'est ça, oui. Bah, moi, durant mes entretiens d'embauche, on m'a dit alors oui, alors schéma, on vous paye tant. Alors oui, l'HEC, on vous paye tant. Il n'y a même pas de pour ce master-là, on vous donnerait combien. C'est plus directement l'école. On a vraiment été cru avec moi. Et oui, il y a vraiment un classement sur les grilles d'école. Et pas enfin, il n'y a pas de focus particulier sur le master sur lequel on a fait. Ok, et vous avez quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Je tiens à préciser que la stratégie qu'on a donnée, c'est pas une bonne stratégie. Enfin, bonne dans l'état, dans le fait que, en fait, je pense que le long de notre parcours académique, on nous a souvent répété qu'on était dans une bonne école, que les recruteurs allaient sauter sur nous pour nous proposer des salaires incroyables, ce qui est faux. En tout cas, pour mon master, pour mon cas, etc., c'était faux. J'ai pas ressenti ce phénomène mystique. Donc, je tenais à juste dire que si vous avez une stratégie à suivre, ce serait plus élaboré du style de Cindy et pas de se reposer sur un nom. De toute manière, le plus c'est intentionnel et réfléchi, le mieux c'est normalement. Et le plus vous êtes passif et vous reposez sur un acquis qui ne repose pas sur ce que vous avez décidé de faire, mais plus sur le nom de l'école par exemple, le plus vous prenez de risques au final. Après, je pense que le nom de l'école, c'est quand même vachement important parce que peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais on a peut-être plus d'opportunités. Enfin, il y a peut-être plus d'entreprises qui vont essayer de venir nous recruter que d'autres. Enfin, avec le réseau de l'école, etc. Et même ce que tu disais avant par rapport aux alumni et tout. Donc, je sais pas si c'est une bonne stratégie ou pas, mais en tout cas, j'imagine que ça a marché pour certains élèves. Je sais pas si ça marchera pour tout le monde, mais je pense que tout de même, le nom de l'école, c'est important. Et c'est un peu pour ça que tout le monde rêve, entre guillemets, d'intégrer le top 3 des écoles de commerce. Enfin, si on veut faire du commerce. Donc voilà. Du coup, moi, je suis totalement d'accord avec Jenny. Parce que je suis tombé sur des entretiens d'embauche où ils recrutaient uniquement sur les écoles. Ils avaient même fait, comment on appelait ça? Pas une sorte de bibliographie où on avait la photo de chaque personne, le nom de leur poste et en dessous le nom des écoles. Et là, j'ai vu qu'ils recrutaient uniquement le top 10. On avait des HEC, EM Lyon, Schema, Neoma. Du coup, c'est vrai que sur ce point-là, je rejoins totalement Ginny sur le fait que les entreprises, certaines entreprises se focus spécifiquement uniquement sur les top 10. Je voulais aussi parler de l'exemple, souvent je sais pas vers quel mois, mais il y a toutes les grosses boîtes qui viennent pour les salons de, comment t'appelles ça? D'école. Et c'est comme ça qu'en général, les étudiants trouvent leur premier stage ou de 6 mois, etc. Non? Je sais pas si c'était le cas pour toi, Jenny, mais j'ai parlé à une amie qui disait que ces grandes entreprises, genre Chanel, Dior, etc., ne viendraient pas dans son école. Donc, elle a moins d'opportunités pour les rencontrer et d'avoir, de get, ces opportunités, quoi. Alors ouais, après c'est pas grâce à eux que j'ai eu mon premier stage, que j'ai eu mon stage, mais en tout cas oui, j'étais partie les voir pendant les salons et même juste le fait qu'ils soient dans notre job teaser comme ça, du coup ils voient dans quelle école on est. Ah, c'est quoi job teaser? C'est une plateforme sur laquelle les entreprises postent leurs demandes, leurs besoins. Ouais, leurs offres de stage, d'emploi, etc. Et ils ont de temps en temps, ils ont des partenariats avec des écoles, dans le sens où ils ont des offres exclusivement réservées à des écoles. Et pendant du coup ces journées, oui, tu peux demander des créneaux pour avoir un entretien ou discuter avec des personnes d'entreprise. Et c'est vrai que j'avais décroché 2 entretiens avec 2 grandes maisons de luxe. Et je pense pas que ça aurait été possible si Dauphine ne proposait pas ça. Du coup, moi aussi, encore une fois, je rejoins Jenny. Parce qu'à Schema, il y a des sortes de salons avec de grandes entreprises. On a eu Deloitte, KPMG, etc. et plein d'autres. Et grâce à ces salons-là,
J'ai eu des camarades de classe, des amis qui ont réussi à décrocher des alternances carrément. Du coup, c'est vrai que sur ce point-là, c'est un vrai bonus. Bah oui, à l'ESG, on n'avait pas ça. Du coup, le fait de connaître ces deux extrêmes, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et oui, les grandes écoles offrent plus d'opportunités comparé aux petites écoles sur ces sujets-là où ils ont beaucoup plus de pouvoir et de main là-dessus. Je voulais rebondir sur quelque chose que Laurent a évoqué, la rémunération et connaître un peu sa valeur, entre guillemets. Je pense que c'est intéressant avant de se lancer dans un master ou n'importe quelle étude, de quand même avoir une idée de quoi s'attendre une fois qu'on sort, qu'on finit nos études. Est-ce qu'on va vraiment avoir le salaire qu'on recherche ou pas? Je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était hôtellerie, etc., donc je l'ai fait en master, donc c'était un peu plus managériel que si j'avais fait un bachelor. Du coup, mon école, c'est Glion et c'est en Suisse, qui était l'année où je l'ai rejoint, c'était le numéro 2 en termes d'hôtellerie. Mais je pense que leur bachelor était plus reconnu. Mais bon, moi, je voulais un niveau managériel. Donc, quand j'ai fait la journée porte ouverte, le directeur du master m'avait dit que si vous vous lancez dans cette industrie-là, sachez que le salaire est vraiment très bas, genre au début. Et que ça prend, je sais plus s'il l'avait précisé, mais je l'ai appris ensuite que ça prend très longtemps pour gravir les échelons, etc. Mais pour autant, j'ai continué quand même à m'intéresser au domaine parce que j'avais des skills que je voulais pouvoir garder, même si au début de ma carrière, genre ça va pas être ce que je recherche, mais je pourrais toujours ensuite évoluer dans d'autres milieux si je veux, et j'aurai un bagage qui me distinguerait de d'autres personnes, par exemple. Donc oui, voilà, genre juste bien se renseigner avant de se lancer dans un master si c'est vraiment ce que vous recherchez à la sortie ou pas. Mais souvent ces informations sont pas écrites et ouvertes, sont pas communiquées, et en général quand c'est pas communiqué clairement, c'est que c'est qu'il faut s'attendre que ce soit l'eau, quoi, en fait. Donc voilà. Effectivement, c'est assez dur d'avoir des informations. Alors, c'est dur et en même temps c'est assez simple. Aujourd'hui, on a des plateformes comme Glassdoor qui peuvent renseigner des informations, notamment sur la rémunération en fonction du poste. Au niveau par rapport aux grilles, donc vis-à-vis des écoles, les RH sont assez clairs dessus lorsqu'ils le pratiquent. Et sinon, la méthode la plus facile en fait pour savoir à quoi vous pouvez prétendre, c'est de savoir, c'est d'avoir une connaissance qui fait à peu près la même chose que vous et qui a les informations et qui est prête à vous le donner. Moi, quand j'ai postulé à mon cabinet de conseil, j'avais une ancienne collègue qui m'avait coopté pour ce cabinet de conseil, et elle m'a donné son salaire et elle m'a dit bon, tu peux prétendre à temps, et j'ai fait d'accord. Et au moins c'était très clair et il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Par contre, c'est vrai que c'est assez facile de finir dans le flou quand on sort quand on sort de son diplôme. En fait, on peut avoir une fourchette délirante. Pour un master, entre 30 et 50, c'est énorme la différence. C'est 20 000 euros de différence entre 30 et 50. Mais tout dépend également de si vous arrivez à vous vendre, si vous avez des marges de manœuvre. Donc si c'est des grilles, c'est généralement pas possible. Donc si vous arrivez à vous vendre et aussi avoir le courage de demander ce que l'on veut, parce que généralement ce qui est fort, c'est de savoir combien on veut comme salaire et de ne pas bouger dessus, ou alors de négocier, mais pas sur des fourchettes trop grandes, de savoir moi je postule à partir de, je souhaite tant et je descendrai pas en dessous de. Moi en tout cas, depuis que je suis assez ferme là-dessus, je trouve que j'ai plus confiance en moi déjà dans les entretiens, parce que je sais ce que je vais annoncer et ce que je veux, mon minimum. Et voilà, tout est une question de préparation, de s'informer et de savoir ce que l'on veut. Et sinon, concernant les salaires, il faudra faire très attention aux salaires annoncés en sortie d'école, en école de commerce. Il faudra faire attention parce il peut y avoir des énormes creux. Moi, à la sortie de mon alternance, on nous a annoncé 45K. Et oui, pour l'instant, j'ai 3 amis qui ont signé et aucun d'eux ont signé à 45K. Ils sont à 1,38 et l'autre 42,5. Et oui, forcément, les écoles, ils sont assez intelligents. Ils veulent
appâter un maximum de personnes. Du coup, ils font pas la médiane. Ils prennent pas forcément on aura des personnes qui vont signer à 200K et où on aura seulement 2-3 personnes et la majorité qui vont signer à 38K. Du coup, c'est vrai que la moyenne va forcément fausser la chose. Je parlais de stratégie et je pense qu'il faut en fait penser à la stratégie, pas juste aux études, mais une fois que vous êtes dans votre master, c'est penser après quelle sera votre stratégie ensuite. Genre, est-ce que vous voulez si vous faites un master par exemple en France, en général il va être reconnu en France, mais si vous le faites à l'étranger, peut-être qu'il sera moins reconnu en France. Donc ça dépend où vous voyez après commencer votre carrière. Moi ça n'a pas toujours été clair, mais je sais que j'ai toujours voulu aller à l'étranger. C'est pour ça que je me suis dit je vais privilégier un master à l'étranger. Même si les masters en France forcément sont reconnus. Mais je me disais qu'une entreprise en Asie connaîtrait pas forcément Dauphine ou distinguerait pas forcément les différentes universités à Dauphine. Sauf si c'est une boîte française à l'étranger. Donc voilà. Et ouais, donc si vous arrivez à vous projeter aussi sur le lieu où vous voulez étudier ou quel type d'entreprise que vous voulez genre reach. Enfin voilà. Je viens de penser à un concept, je vais le détailler. Je pense qu'il faut faire... Moi, je vois une différence entre la rémunération par statut et la rémunération par compétence. Je m'explique. Moi, j'évolue actuellement dans le secteur du conseil et on est rémunéré selon notre ancienneté et il y a une marge sur bon, est-ce que tu es bon dans ta mission et est-ce que c'est important ce que tu fais en général. Mais on évolue surtout sur voilà, consultant junior, consultant classique, consultant confirmé puis senior et la rémunération suit avec. Et aussi avec les responsabilités managériales. Mais généralement, c'est pas une courbe, c'est une courbe assez linéaire et qui n'est pas exponentielle. Et à côté de ça, moi, je rêve un peu d'être rémunéré en fonction de ma compétence. Et quand je dis ça, je pense surtout à tout ce qui est du monde du freelancing, qui se développe beaucoup en France et un peu partout dans le monde, où en général, on va pas dire, bon, ça fait combien de temps tu es dans quelle boîte, on va te rémunérer de coup tant parce que tu es resté, tu as travaillé tant de temps, mais plutôt quel travail tu es capable de fournir, en combien de temps, et quelle valeur ça apporte au client. Et à partir de là, en fait, c'est un monde de rémunération exponentielle en fonction des compétences de travail de la personne qui offre ses services. Et je pense que moi, mon objectif, ce serait de faire la transition entre cette rémunération par statut, donc avant que je passe consultant senior, on va dire, et j'aimerais bien être rémunéré selon ma compétence, le travail la valeur que je peux délivrer à un client en un temps donné. Et surtout que je sois reconnu avec les qualités, parce qu'une fois qu'on satisfait un client, il nous recommande à quelqu'un d'autre, et à partir de là, c'est l'effet boule de neige qui s'enclenche. Et voilà, ta phrase sur la stratégie de rémunération m'a fait penser à ça, et je pense que c'est une transition qui devrait être opérée par beaucoup de monde, sauf si on n'a pas envie de prendre trop de risques et suivre la voie corpo classique. Je suis tout à fait d'accord sur ce point et je trouve ça dommage que les entreprises elles-mêmes ne rémunèrent pas en fonction des qualités et des capacités de la personne, parce qu'on peut avoir la même seniorité, je sais pas si on dit ça, qu'une autre personne, mais on n'a pas du tout la même valeur en termes de skills, genre par exemple une personne qui parle plus de langues ou qui a, je sais pas, vécu à l'étranger plus longtemps ou je sais pas, est peut-être plus efficace, etc. Pourquoi on devrait être rémunéré pareillement juste parce qu'on vient juste de commencer notre carrière? Genre, on a peut-être investi encore plus pendant nos études par rapport à une autre personne qui a fait juste ses études, donc je vois pas pourquoi on devrait être pareil, quoi. Ouais, c'est très simple. Est-ce que tu préfères payer pour un même travail, est-ce que tu préfères payer quelqu'un les 9 heures parce que tu lui dis de venir travailler 9 heures, ou est-ce que tu le payes pour les 9 heures, mais alors qu'il a travaillé que 2 heures, mais tu laisses rendre son truc à 2 heures et tu lui payes 9 heures en valeur. Parce que le résultat est le même. Mais la personne, si elle a besoin de que travailler 2 heures dessus, bah, la valeur qu'elle t'a fournie est la même, en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça. Mais... Et ça, là, on parle en termes de quantité de travail, mais imaginons dans le business développement, rencontrer des clients, si tu parles une langue supplémentaire, bah, tu peux créer tu peux avoir accès à des contrats plus valorisants, même si tu es juste débutant. Il suffit que tu impressionnes un client qui parle que chinois et donc le reste de la team, les managers, ne parlent que anglais. Si toi, débutant, tu es là pour traduire, etc., bah, le client, il va te repérer, il va te dire ah bah, j'ai envie de travailler avec vous parce que vous avez l'effort d'avoir quelqu'un dans votre team qui parle chinois, bah, le contrat est signé et voilà, vous avez rapporté un client. Et pourtant, cette personne ne sera pas rémunérée pour cette valeur qu'il a apportée à l'entreprise, en fait.
Je trouve que c'est très intéressant ton point, mais le problème dans ton exemple, c'est que tu sais pas à quel point le fait que la personne qui sait parler chinois, en fait, tu sais pas à quel point ça a pesé dans la décision de ton client de signer ou pas avec ton entreprise. Enfin, tu sais pas si, par exemple, si ça a été avec une personne qui parle pas chinois, si ça se trouve, elle aurait également signé le contrat. Ouais, je suis d'accord, c'est difficile en fait de numériser les soft skills en fait. Oui, forcément, bah, moi dans mon entreprise, enfin en alternance, je pense maîtriser moins l'anglais qu'une américaine, parce qu'on a embauché une américaine qui vient du Texas. Et forcément, enfin c'est ma collègue et j'ai pas envie de la dénigrer, mais je me sens beaucoup plus investi. On voit qu'elle est, enfin, qu'elle se donne moins au travail parce qu'elle trouve qu'elle est pas très bien payée. Mais bon, je pense qu'on est payé pour faire ce qu'on a à faire. Et malgré que ce soit une américaine, je trouve que je suis beaucoup plus travailleur et beaucoup plus investi dans mon travail sur ce point-là. Ok, bah du coup on va passer toujours enfin pour lier aux questions que cette amie m'a envoyées. Elle demandait par exemple comment notre propre, on va voir si on a des réponses, mais comment notre propre master nous a aidé à passer dans différentes carrières. Donc dans son cas, en fait, elle a fait de l'architecture et elle se demande comment son diplôme, ses études d'architecture l'aident à commencer des carrières différentes. Genre, en gros, quelles skills peuvent être transférées et dans nos masters respectifs si jamais on voulait commencer d'autres carrières. Genre, qu'est-ce que vous pensez vous pourrez retenir de votre master? Bah, du coup, pour moi, ce serait l'éloquence, parce que c'est quelque chose qu'on pratique énormément. On a des projets, des business cases, bah, chaque semaine quasiment. On doit pitcher, savoir vendre la chose. Et au-delà du marketing digital, c'est vrai qu'on joue énormément sur l'éloquence. Et je pense comme mon cas où je suis en alternance enfin, je suis commercial digital et sur ce point-là, ça m'aide énormément à communiquer avec les clients, vendre des produits, les expliquer certaines choses de manière claire et concise. Rien n'est impossible. Je pense que rien n'est impossible. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de travailler son storytelling. C'est un peu comme disait, il faut se vendre, il faut être éloquent. Mais avant tout ça, il faut expliquer d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on fait ce changement. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un 360 et aller de l'autre côté, à développer d'autres compétences. Parce que généralement, les personnes cherchent, les recruteurs cherchent des personnes qui ont déjà travaillé dans le même milieu, sur les mêmes tâches, etc. Mais effectivement, il faut construire et présenter une belle histoire. Je pense que présenter une belle histoire, ça fait beaucoup de choses. Bien sûr, on ne pourra jamais convaincre tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont soit fermés d'esprit, soit dont votre histoire ne va pas répondre à leurs besoins. Et c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui sont captifs, faut présenter une belle histoire. Un bon PowerPoint. Voilà, je viens d'ici, j'ai décidé de faire ça. Parce que généralement, quand on cherche à se reconvertir, on a des raisons. Et ces raisons, il faut les mettre en avant. Parce que c'est là où on se dit on va délivrer plus que la personne qui a suivi le chemin standard. On est prêt à redoubler d'efforts pour rattraper ce retard. Il faut montrer de la combativité, il faut montrer... faut pas douter en fait. Il ne faut pas douter devant la personne qui vous interroge. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Si vous doutez, c'est que peut-être vous n'êtes pas sûr de votre projet. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre projet, peut-être moi je suis pas sûr de vous recruter en fait. Donc en général, soyez confiants et présentez une belle histoire de pourquoi vous faites ça et soyez vous-même conscient de pourquoi vous faites ces choix-là. Ok, alors on va poser une question en fait, peut-être on aurait dû l'évoquer un peu plus tôt, ou peut-être qu'on a déjà répondu. La question c'est, est-ce qu'on a une idée claire et précise de ce qu'on veut étudier avant de postuler? Est-ce que c'était votre cas pour le master ou pour la licence? La réponse est non. En tout cas, pour ma part, je ne savais pas exactement ce que je voulais étudier. C'est pour ça que j'ai choisi la licence de gestion qui est relativement très générale, je ne sais pas comment on dit. Après, il est vrai que j'avais un peu comme la plupart des personnes qui ont fait Dauphine, on a eu le choix entre soit faire
à Dauphine, soit aller en prépa pour ensuite espérer intégrer une école de commerce. Du coup, oui, j'avais un peu envie de faire une école de commerce sans réellement savoir ce que ça allait déboucher, enfin, ce sur quoi ça allait déboucher. Mais sinon, à part ça, je ne savais pas exactement quel type d'études je voulais faire. Donc, je voulais avoir le plus de choix possible, enfin, garder les possibilités ouvertes. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez généraliste, tout en étant plus centré sur la gestion. Voilà, pour mon choix de master. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais... Enfin, tu étais sûre que tu voulais du marketing? Ah non, je savais. Enfin, c'était. Alors, c'est pas un choix par défaut, mais c'était plus parmi tout ce que j'ai étudié, ce que j'ai préféré. Donc, voilà. Mais en fait, comment t'as su que tu voulais te spécialiser en distribution quand t'as dû choisir ton M2? C'est une très bonne question. Pareil, j'ai regardé tous les masters qui faisaient partie de la mention marketing et que je pouvais faire. Donc, il y en avait 6. Et parmi les 6, j'ai choisi celle qui me fitait le mieux. Et j'ai aussi regardé les cours et ce qu'ils proposaient. Et voilà. Du coup, oui, moi aussi, comme Ginny, avant de choisir mon master, même si je savais que c'était du marketing, je voulais faire mes recherches sur les matières. Et c'est vrai que les matières m'ont plutôt conquis, en général. Et c'est ce qui m'a fait choisir mon master, c'était énormément les matières. Parce que pour moi, on allait utiliser ça tous les jours. Et le fait d'avoir des matières qui nous intéressent et qui soient diverses et variées, c'est un point assez important. Moi, j'avais déjà expliqué les raisons de mon choix de master, mais ça aurait pu rater dans le sens où je savais ce que je voulais étudier, mais ça se trouve que l'école, même si elle écrivait un descriptif de ce qu'on allait étudier, ne m'apporterait pas le style de connaissance que je voudrais, ou d'une certaine manière. Donc savoir ce qu'on veut étudier, c'est une chose, mais ensuite, trouver la bonne école et avoir la chance de tomber ensuite sur la bonne école dans les faits réels, c'est autre chose aussi. Donc voilà. Et au-delà de trouver la bonne école, trouver la bonne expérience professionnelle. Je m'explique, moi j'ai un master en business development. Business development, quand j'ai postulé, je me dis, bon, je vais négocier des contrats, je vais voyager un peu partout, on va être en costard, ok, mais on va développer des business, on va aller voir des investisseurs, etc. C'est un titre qui peut vendre du rêve. Business developer en France, sur la base vraiment très la plus répandue, on va dire, c'est commercial sédentaire. En fait, c'est beaucoup moins vendeur. Et ça consiste à être dans un bureau et de passer des appels pour convaincre des gens qui ne souhaitent pas vous écouter en général. Donc il faut faire attention, faut faire attention à l'expérience professionnelle dans laquelle vous vous lancez et aux titres qui peuvent être entre guillemets trompeurs. Je pense pas que ce soit trompeur parce que business developer en France c'est vraiment très connoté commercial. Mais quand on vous le présente, on peut vous dire que vous allez faire des road trips, enfin pas des road trips, mais des business trips et négocier plein de contrats alors que la réalité est moindre, surtout en début de carrière en tout cas. Je suis d'accord parce que du coup, moi, je me considère comme dans une position où je fais du business development, mais du coup, comme je suis en Asie, j'ai des opportunités vraiment différentes du marché en France. Donc c'est pour ça que dans un sens, la définition que j'ai de business développement, c'est vraiment un peu comme dans une startup, commencer un business, développer sur différents aspects. Donc c'est un poste assez flexible dans un sens. Et ça dépend du projet en lui-même. Et c'est pour ça que je pense que si j'avais fait du business développement en France, ça m'aurait pas plu du tout. Donc ouais, faire attention en fait en fonction de ce que vous comprenez dans la définition du poste que vous recherchez et dans quel environnement vous allez réellement évoluer quoi. Du coup, autre question qui serait vers la fin en fait. Comment vous vous préparez pour le monde de la carrière en termes mental et physiquement? En plus, on est tous en début de carrière donc. Alors actuellement, je suis au chômage. Je viens de finir les études il y a moins d'un mois. Et alors, comment je me prépare ? Je me prépare pas. Excellent. Non, pour l'instant, je pense je vais me focus un peu sur moi-même. Après tout le stress de la thèse, de l'alternance, etc. Où on avait énormément de travail, que ce soit, comme je vous le disais, sur la thèse. Et même pour mon alternance, j'ai dû former quelqu'un en express. Une alternante
plus précisément. Et oui, je pense reprendre mes recherches après un petit voyage au Cambodge, je l'espère. Du coup, alors comment j'appréhende la reprise? Je pense me mettre de manière assez sérieuse et de faire mes recherches de manière journalière et essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Kevin, j'espère que tu n'oublies pas que Cindy mémorise tout et que là en plus c'est enregistré, donc c'est même pas gravé dans le marbre, c'est gravé dans l'enregistrement audio. Voilà, je tenais juste à dire ça. Non, sinon plus sérieusement, moi je suis actuellement en stage de fin d'études, donc théoriquement d'ici décembre je ne serai plus étudiante et j'aurai terminé mon stage, donc je serai au chômage aussi. Et alors, en tout cas, pour mon cas, pareil que Kevin, je me suis pas préparée. Handshake. Enfin, je me prépare pas. Parce que, pour le coup, je sais pas trop ce que j'aimerais faire après, même si ce que je fais actuellement, c'est intéressant. Mais d'ici décembre, j'ai pas encore la vision de... Enfin, je sais pas si je vais continuer à aimer d'ici là, si je veux vraiment me lancer dedans ou pas, si j'ai envie de faire une pause, si j'ai envie de voyager, etc. Donc, je sais pas encore. Mais sinon, je connais des personnes qui sont aussi en stage de fin d'études et qui, pour le coup, elles, ont déjà entamé leur recherche de CDI et qui passent actuellement des entretiens. Et je connais d'autres personnes qui, pour le coup, préfèrent prendre une pause et se concentrer sur elles-mêmes. Et généralement, elles font des voyages ou des trucs comme ça avant de se lancer activement dans la recherche d'emploi. Alors moi, ça fait 1 an que je suis sur le marché du travail. Plus sérieusement, sur la question comment se préparer au marché de l'emploi. Je pense qu'il y a... Alors, un facteur très déterminant, c'est déjà la confiance en soi, je pense. Quand on se lance dessus, faut être confiant. Parce qu'on peut rapidement tomber, pas dans le désespoir, mais le marché est très difficile, on va dire. En tout cas, pour avoir le poste rêvé. Donc, il faut faire preuve de résilience face au refus. Et comme je l'ai dit plus tôt, il faut se préparer dans le sens où il faut savoir ce que l'on peut valoir sur le marché. Il faut faire des tests, il faut demander certes des salaires qui sont peut-être ambitieux, savoir jusqu'où on va se faire recadrer. Et il faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose dès lors qu'on sait qu'on va apprendre quelque chose d'intéressant, on va être dans un bon secteur, quelque chose d'intéressant, on va participer à un projet intéressant. Et ne pas se limiter par peur de être en retard, mais se dire bon, c'est peut-être pas pour moi, etc. De faire quelque chose qu'on pense qu'on n'aime pas. On ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Et même le fait d'essayer quelque chose que l'on n'aime pas, au moins ça sera clair dans votre esprit une fois que vous aurez quitté cette expérience. C'est pas la fin du monde en fait de quitter une expérience professionnelle et de rebondir sur quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui se fait très fréquemment, on va dire même. Et moi je l'ai vécu. J'étais commercial pour une société de conseil. Ça m'a déplu. Ça m'a pas empêché de rebondir quelques mois après. Et en plus, ce podcast, s'il est adressé à des gens qui habitent en France, vous avez le chômage. C'est une invention incroyable. Vous cotisez. Bon, certes, vous cotisez, mais du coup, lorsque vous êtes sans activité professionnelle, vous avez quand même un revenu. Donc, il faut en profiter pour mener sa réflexion et ne pas trop se presser non plus. Ne pas accepter n'importe quelle offre, savoir ce que l'on vaut et faire preuve de résilience et tester. Voilà, c'est les conseils que j'ai à donner, moi. Je suis d'accord avec toi, Laurent, j'ai refusé une offre. Forcément, en gros, j'ai eu mon manager qui m'a proposé de rester suite à la démission de ma collègue, et du coup, il voulait que je reprenne son poste parce qu'on est seulement 3 à maîtriser le site internet de mon entreprise. Et suite à ça, j'ai dû former, comme je le disais tout à l'heure, une alternante. Et moi, forcément, je savais ce que je valais. J'ai fait quand même un bac+5, j'ai été dans une grande école, j'ai appris énormément de choses. Et le fait qu'on me rabaisse à €,
Enfin, ils ont vu que j'étais, entre guillemets, peut-être jeune, alternant, naïf. Et bah, forcément, ils ont essayé de m'appâter avec ce salaire de en net. Je dis bien net. Du coup, bah, j'ai refusé. Et suite à ça, ils sont revenus vers moi quelques jours plus tôt. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire un geste. Et du coup, le geste équivaut à net. Du coup, j'ai encore une fois refusé, car je sais que je vais aller beaucoup plus sur le marché de par mes connaissances et les compétences que j'ai acquises, que ce soit à l'école ou bien en alternance. Du coup, oui, comme disait Laurent, faut être sûr de soi et de savoir combien on vaut sur le marché, et pas se faire manger par les requins. Ok, et moi j'ai envie de rajouter que bah, pour commencer votre carrière, bah, dans mon exemple, j'ai pris quand même 1 an de break, ce qui se fait en fait de plus en plus, et je pensais vraiment pas le faire moi personnellement. Mais déjà, moi dans mon cas, c'était revoir ma famille parce que j'étais pas dans le pays où ils habitaient. Donc je me suis fait genre quelques mois de repos, etc. Et je voulais me concentrer sur quelque chose que j'ai pas forcément eu le temps de faire quand j'étais en études. C'était bah, d'apprendre une langue qui m'intéresse. D'abord en autodidacte, puis en utilisant des ressources sur Internet, etc. Et ensuite de réaliser un de mes goals bah, suite au Covid qui avait interrompu certains de mes objectifs, qui était par exemple d'aller en Corée. Et du coup, je l'ai fait pendant la deuxième moitié de cette année de break. Et pour poursuivre également bah, mon apprentissage de la langue coréenne, qui était en soi aussi une stratégie. Enfin, de base, c'était quand même de l'intérêt pour la culture, la langue, etc. Mais au fur et à mesure, à force de travailler de moi-même, genre tous ces efforts, je me disais, il y a forcément une opportunité en apprenant cette langue qui va me permettre d'ouvrir d'autres portes. Donc si je l'exploite et que je pousse encore plus, c'est pour ça que en allant du coup à cette université en Corée et l'apprendre la langue un peu plus genre scolairement, ça a débloqué genre un nouveau niveau, un niveau supérieur pour cette langue qui, je pense, je pourrais utiliser dans le milieu du travail. Et ce qui a été le cas là, après ces 7 mois bah, de premier job corporate. Donc voilà, genre réfléchissez à qu'est-ce qui vous fait plaisir, parce que en soi, quand vous allez rentrer dans le marché du travail, bah, c'est un nouveau chapitre. Donc peut-être que vous avez d'autres choses que vous voulez accomplir avant de commencer ce grand chapitre. Et dans le cas où vous n'avez pas le temps d'accomplir tout ce que vous voulez, dites-vous que vous pourrez toujours faire une pause un peu plus tard, après 1 ou 2 ans d'expérience professionnelle. Non, pour revenir sur l'entrée dans le marché du travail, quelque chose à ne jamais sous-estimer, la puissance du réseau et la cooptation. Il faut comprendre que les entreprises, leur plus grosse difficulté dans l'idée de grandir, d'être en croissance, c'est de recruter des bonnes personnes. Recruter des bonnes personnes, en général, si vous êtes une bonne personne qui travaille, vous connaissez sûrement d'autres personnes qui travaillent. Donc l'entreprise vous rémunère pour apporter des potentielles bonnes ressources à l'entreprise. Et mais il faut vraiment l'intégrer que si vous êtes quelqu'un de bien, si vous postulez par exemple sur LinkedIn, vous serez un CV parmi tant d'autres. Par contre, si vous venez de la part d'un collègue en interne, vous serez prioritaire et de loin en fait. Vous serez privilégié dans les entretiens, etc. Parce que tout est une question de confiance, tout est une question de qui vous connaissez. Donc ne sous-estimez jamais les membres de la famille, les collègues, les anciens collègues. Moi, c'était une ancienne collègue par exemple. Les amis. Vraiment, demandez autour de vous, c'est une pratique qui est très commune et qui vous fera gagner beaucoup de temps en général et qui vous ouvrira des opportunités que vous n'aurez pas soupçonnées. Après, il ne faut pas être fermé, il faut être ouvert à tout. Ok, donc je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ok, donc merci Chandy pour tes questions. Et on fera d'autres podcasts sur d'autres sujets qui sont peut-être un peu liés. Mais je pense que là, il était assez complet niveau master et début de carrière. Donc voilà, je pense qu'on s'arrête là. Et au prochain épisode avec peut-être toujours les mêmes guests. Allez, bye! See you!